Euh, J'insisterai pour que ça soit en présentiel parce que j'ai fait l'expérience avec les doublants au premier semestre et Lorraine en est témoin. J'ai fait l'expérience au premier semestre de faire au tout début beaucoup à distance et ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce que, enfin, ça marchait, mais l'interaction, elle est, je pense, essentielle en biocé. Alors, peut-être c'est ma faute, peut-être c'est moi qui suis coupable, mais j'arrive peut-être à faire passer le message un peu plus fort quand c'est en présentiel. Si maintenant il y a les conditions ne font que ça va être un peu compliqué, bon, on prendra à disposition, hein, mais je pense que c'est pas mal de faire en présentiel. La biocé, pour ceux qui ont eu l'habitude de travailler avec moi, la biocé, ça se travaille comme un roman. C'est-à-dire qu'au début, vous ne comprenez pas grand-chose. Il y a des nouveaux mots. Et j'espère que pour la grande majorité d'entre vous qui ont travaillé avec moi tout au long du mois entre mars et juillet, on va dire, que les réflexes sont venus un peu plus rapidement. Okay, faites la différence pour ceux qui n'ont jamais fait de biocé et vous qui avez quand même pratiqué, on va dire. Normalement, ça doit rien avoir. Normalement, ça doit être le jour et la nuit. Bon. Par exemple, toi, Anna, tu as fait de la biocé au premier semestre, tu n'avais pas fait. Ça te paraît un peu du chinois pour le moment, n'est-ce pas? Ça va. Ah, ça va. Bon, c'est normal, c'est-à-dire que c'est du nouveau vocabulaire, mais ça va venir. C'est au fur et à mesure. L'objectif de la biocé, c'est d'arriver à faire le lien entre les différents chapitres, entre les différents schémas. C'est les schémas qu'il faut travailler. Aujourd'hui, vous avez eu la chance d'avoir un ED. Je n'ai pas encore regardé, je vous l'ai mis sur le groupe, mais je n'ai pas encore, il est en train de se mettre, je n'ai pas encore regardé le dé qu'on vous a fait, mais il faut impérativement que vous travaillez. Alors, moi, je vais vous en donner des ED à travailler, plein. Il y aura plein d'ED sur lesquels vous allez vous entraîner. Tu l'as fait l'ED là? Je ne suis pas allée, mais je l'ai fait hier. C'était PEC 16 de la protéine peroxydomale. Mais quoi, ils l'ont fait? Comment tu as fait travailler? Non, ils nous les ont tout donné à l'avance. Ah, d'accord. Bon. Normalement, la plupart du temps, l'examen porte sur des protéines que vous avez vues pendant les ED. Donc, je pense qu'il faut, et c'est pas que je pense, il faut que vous arriviez à travailler les ED au fur et à mesure au niveau de votre cours et ne pas s'entraîner que sur les ED que je vous donne. Bon. Aujourd'hui, je voulais voir un peu le... J'ai un chat dans la gorge. Je vais voir un peu le chapitre 4. Vous allez tous aller dans votre premier schéma. Alors oui, ça aussi c'est une règle chez moi depuis 10 ans. Il faut que vous sachiez que je vous demanderai à chaque séance, sans aucune exception, d'apporter votre polycope de biocé. Votre polycope ou ce que vous avez en imprimé. Le problème, c'est que j'ai à peu près chaque année, jusqu'à la fin des séances, il y en a un qui n'aura pas son poly de biocé à chaque fois. Déjà, il y en a quelques-uns qui n'ont pas. Qui ne l'a pas? Ils ne l'ont pas donné à la fac. Non, mais tu l'as là. Oui, mais tu l'as. Non, mais en dématérialisé. Qui ne l'a pas son polycope de biocé? Je ne me dis pas que tout le monde l'a, parce que là, c'est la honte. Bon. Donc, le premier, enfin, pas le premier schéma, c'est le premier schéma avec le ribosome, la figure 2 pour ceux qui ont le polycope. C'est un principe très important. Une protéine, quand elle naît, alors je vous ai fait les cours d'introduction, vous êtes censé avoir un peu de vocabulaire, mais une protéine, quand elle naît, elle est sous forme à la base d'ARN messager. Donc, le précurseur, c'est l'ARN messager. L'ARN messager, il sort par les pores nucléaires. Au niveau du pore nucléaire, l'ARN messager va rencontrer un ribosome. Ce ribosome, il est neutre à la base. Vous le voyez ici. Alors, Yoram, tu es le seul garçon. Et je suis avec toi, mais tu es le seul garçon. Le ribosome, à la base, il est neutre. Vous vous souvenez, dans les cours d'introduction que je vous ai fait, il y a une différence entre ribosome associé au RE et ribosome libre.
ce ribosome en question, là, que vous voyez, il est neutre. Il n'est pas différencié. Alors, regardez ça, regardez ce schéma 1 minute. Comprenez-le, je vais juste boire de l'eau. Donc, excusez-moi. Il y a deux possibilités pour ce ribosome. Soit ce ribosome, il va avoir un signal d'adressage, enfin, la protéine va avoir un signal d'adressage et il va devenir un ribosome associé au RE, à droite. Soit il n'y a pas de signal d'adressage qui va se former et le ribosome restera libre. Mais comprenez bien qu'à la base, le ribosome, il est sans différenciation. Et ici, dans ce schéma, on constate que lorsqu'il y a un signal d'adressage qui se met, directement, le ribosome, il va aller vers le RE. Et il y a, alors, est-ce que vous avez tous les schémas avec vous? Ceux qui ont, vous pouvez aller dans votre chapitre 8 sur le système endomembranaire. Ceux qui ne l'ont pas, noté la référence. Chapitre 8, c'est la figure 5. Alors ça aussi, c'est complètement débile. Alors pour ceux qui ne l'ont pas, c'est ce schéma-là. La translocation de protéines solubles dans la lumière du RE. Dans ce schéma, oui, bien sûr, bien sûr. Dans ce schéma, c'est dans le chapitre 4, l'étape où il y a marqué le SRP va se mettre. C'est quoi le SRP? C'est ce qui va reconnaître, c'est un complexe. Alors, je vais rentrer dans les mots un peu barbares. C'est un complexe ribonucléoprotéique. Donc, je répète, le SRP, dans son nom, c'est un complexe ribonucléoprotéique. Ça veut dire quoi, ribonucléoprotéique? C'est qu'il est fait de ribose, de particules nucléaires, des ARN et des protéines. Donc, le SRP, c'est à la fois des ARN et à la fois des protéines. Est-ce que vous connaissez quelque chose d'autre qui est comme un complexe ribonucléoprotéique? Il est fait d'ARN, de protéines, de ribose. Eh ben, le ribosome. Où est le ribosome, là? Eh ben, dedans, il y a des ARN, mais aussi des protéines. Et ce SRP, je ne sais pas si ils vous l'ont expliqué dans votre cours, je ne pense pas. Mais ce SRP, donc dans la figure 8, dans le chapitre 8 en question, il est couplé au GTP. Le GTP, je rappelle, c'est une molécule d'énergie. Donc ça veut dire que quand le SRP va fixer le GTP, il va l'utiliser parce que le SRP va avoir besoin d'énergie. Quand il va l'hydrolyser, ce SRP, ça veut dire qu'il va faire en sorte de consommer de l'énergie. Et ce SRP, il va fixer, il va aller sur ce peptide signal. Il va le choper. Il va l'amener vers le RE. Et en l'amenant vers le RE, c'est là où il va devenir ce ribosome un ribosome associé au RE. Donc vous verrez toutes les étapes dans le chapitre 8, mais on voit que le SRP reconnaît un récepteur de SRP, va aller au niveau du translocon, et lorsqu'il va y avoir hydrolyse du GTP, hydrolyse, on détruit par l'eau le GTP, hydrolyse, lyse, c'est cliver, tuer, enfin couper. Là, on a le translocon qui s'ouvre. Alors, qu'est-ce que c'est le translocon, Yoram? Voilà, excusez-moi, mais c'est mon premier cours avec vous. Je patauge pour savoir où vous en êtes, mais voilà, translocon, c'est quoi? C'est un canal qui sert à quoi? Le faire rentrer. Pour faire rentrer les protéines dans le RE. Donc, je vais t'envoyer une bouteille à la gueule. Non, c'est ça. Mais j'ai une question. C'est qui hydrolyse le GTP? C'est SRP? C'est le récepteur SRP. Le SRP, il y a une hydrolyse du GTP. Il y a une réaction où il y a une hydrolyse du GTP.
Et cette hydrolyse du GTP, vous le verrez bien dans votre chapitre 8, eh ben, ça va permettre que le translocon s'ouvre. Et la particularité du translocon, c'est que c'est un canal, etc., qui fait passer, mais c'est surtout un canal qui est fermé par une protéine qui s'appelle BIP. BIP fait partie des protéines dites chaperon. Vous l'avez vu dans le chapitre 4, les protéines chaperon. Particularité des protéines chaperon? Fixe J'ai pas entendu, je crois. ATP-asique. C'est la première particularité, c'est qu'elles sont ATP-asiques. Pardon? Sauf PDI. Bravo, Morgane. Comment tu sais ça? On te l'a dit déjà? Oui, d'accord. Mais c'est moi. Très bien. Donc, translocon qui est fermé par BIP en dessous, BIP dégage, et BIP, donc, c'est un chaperon qui fait partie du RE. La protéine passe par le protéasome, par le RE et par le translocon, et va commencer sa synthèse. La synthèse de cette protéine, ce qu'on appelle la néosynthèse, commence donc ici, dans ce cas-là, dans le RE. Puis après, elle va aller où? Le Golgi. Puis du Golgi, elle va aller à la membrane plasmique, retourne au RE, au lysosome, elle va où elle veut. Ce chemin-là, c'est le flux vectoriel membranaire et permanent. RE, Golgi, membrane plasmique. Ce qui est très important à connaître, et ça, encore une fois, ce schéma, il n'exprime pas de manière explicite, mais c'est que quand elle va passer du RE au Golgi, elle va subir une maturation. Tout se passe à ce moment-là. Faites attention, vous allez voir, c'est quand vous faites la membrane plasmique demain? Vendredi? Bon, jeudi, vendredi. Et bien, quand on va vous parler de la membrane plasmique, on va vous montrer les protéines dans la membrane plasmique. Bon. Ces protéines dans la membrane plasmique, il y a des fois du sucre, il y a des fois des pondisulfures, il y a des fois des phosphates. OK? Vous allez voir tout ça. Mais ces sucres-là que vous voyez sur la protéine, c'est en amont qu'elles ont été mises. Ce n'est pas dans la membrane plasmique. C'est la maturation de la protéine qui était dans le RE, dans le Golgi. C'est à ce moment-là que les sucres se mettent. Et ça, vous allez voir dans le chapitre 8 comment ça se fait exactement. L'arborisation sucrée, comment elle se met. Mais juste retenez le principe, c'est que quand la protéine elle est dans la membrane plasmique, elle est mature déjà, elle est finie, elle est toute faite. Plus besoin de plus de rien. Donc elle a son poids définitif. Et ça, je ne sais pas ce que vous avez fait en ED aujourd'hui. Vous avez fait quoi en ED? Vous avez fait des Western blot, des trucs comme ça? Ou des protéines? Vous avez étudié une protéine? Oui, il y avait une protéine avec est-ce qu'elle est glycosylée. Ah, parfait. Vous voyez ça, par exemple, vous avez sûrement parlé de poids théorique? Oui? Ah, parfait, ça. J'adore ça. Il y a une technique, ça, vous inquiétez pas, je vais vous le faire. Protéines, poids moléculaire théorique et poids moléculaire purifié. Qu'est-ce que ça veut dire ça, ce que vous avez vu ce matin? Ça veut dire que la protéine, quand elle est dans la membrane plasmique, elle a son poids définitif. C'est sucre, c'est machin, c'est bidule. Mais le poids théorique, c'est le poids sans les sucres. C'est le poids de la protéine théorique. Mais le poids purifié dans la membrane plasmique, c'est le poids, donc il est toujours plus élevé que le poids théorique. Enfin, s'il y a des sucres. C'est pour ça que le jeu en biosec, c'est que si le poids théorique égale le poids purifié, c'est qu'il n'y a pas de sucre. Puisque dans la membrane plasmique, c'est le poids purifié, ben c'est le même que celui qu'il y a dans la protéine à la base. Donc ça, c'est dans les ED. Mais juste comprenez bien le principe, c'est que les sucres et toute la maturation, il n'y a pas que les sucres, il y a les pondisulfures, il y a plein de choses, se mettent en amont, dans le RE, puis après dans le Golgi. Dernière chose sur ça, vous allez voir 3 types de glycosylation, la N-glycosylation, la C-glycosylation et la O-glycosylation. La N-glycosylation et la C-glycosylation se fait dans le RE, alors que la O-glycosylation se fait dans le Golgi. Alors, attends. Sur les protéines. Qui est-ce qui vous a dit ça? Dans les vidéos. Je suis bon. Hein. Non, la prof, elle a dit. Bon.
Non, je ne sais pas l'avancée exactement des cours, mais c'est bien. Bon, en tout cas, voilà, juste ça c'est un principe très important. Il faut pas le désigner. Donc ça, c'est la partie droite du schéma. Donc, si on vous dit le SRP, il est couplé au GTP, c'est vrai. Si on vous dit que le SRP, c'est une... Est-ce que vous l'avez vu là ou pas encore? C'est une protéine G. C'est faux. C'est quoi une protéine G? Définition d'une protéine G. Pardon? Alors, non, Morgane, vas-y, qu'est-ce que tu dis? Ah, excuse-moi, Anna. Oui. C'est une protéine. Alors, protéine cytosolique. Attention. Donc, regardez dans le schéma clan de gauche, sans signal d'adressage, donc cytosolique, mais à ancrage temporaire à la membrane plasmique par un acide gras. Et ce qui est intéressant dans la protéine G, c'est qu'elle est quoi? Elle est GTP-asique. Elle fonctionne grâce au GTP. Quand elle veut fonctionner, elle est couplée au GTP. Quand elle est fonctionnelle, on va dire, vous verrez qu'il y a d'autres cas, mais et quand elle est non fonctionnelle, elle est sous forme de GDP. C'est pour ça que c'est le piège. Le SRP, ce n'est pas une protéine G, mais il fonctionne comme une protéine G, puisqu'il a besoin du GTP. Vous comprenez? C'est le point commun. Comme des filles qui ont des cheveux raides ou bouclés, ben, c'est deux filles qui ont des cheveux raides. Deux filles qui ont des cheveux raides, ben, ils ont juste le point commun d'avoir des cheveux raides, mais ce n'est pas les mêmes personnes. Voilà, ça, c'est mon exemple le plus fin que je peux. Je rigole. Deuxième partie du schéma. Si on n'a pas de signal d'adressage, on reste dans le cytosol. On est une protéine cytosolique qui va avoir des ribosomes cytosoliques. Enfin, synthétisé à partir de ribosomes cytosoliques. Maintenant, il peut avoir un signal spécifique d'adressage qui va se mettre pour aller soit à la mitochondrie, pour aller soit dans le peroxysome, soit dans le noyau ou dans le nucléole. Mais ça fait partie du non-système endomembranaire. Ça aussi, je suis désolé de vous le dire, mais je pense que j'ai assez fait de vidéos sur ça. Je ne vais pas revenir sur ces principes-là. Si l'histoire des deux clans non-système endomembranaire, vous ne maîtrisez pas, venez me voir, il n'y a pas de souci, je ne vous enverrai pas bouler, mais je ne veux pas aujourd'hui, je vous ferai en perso, mais voilà. Donc, non-système endomembranaire, faites attention dans ce schéma, c'est Aurel, je crois qu'il m'a posé la question. Il y a marqué face cytosolique de la membrane plasmique, membrane d'enveloppe, système endomembranaire. Attention, ce n'est pas une contradiction ici. Je vais vous faire. Vous savez que... Ah, oh là là. Lisa est très forte. Bon, ceux qui sont pas en présentiel, vous allez vous faire voir. Ça, c'est un RE. Ça, c'est un RE. Ouais. Si je suis là à l'intérieur, je fais partie du RE, du système endomembranaire. Si je suis ici, là, ici, je fais partie du RE, donc du système endomembranaire. Mais si je suis ici, là, si je suis ici, je ne fais pas partie du RE, je ne fais pas partie du système endomembranaire. Je suis un poisson pilote, comme le poisson pilote qui nettoie le requin, ou les hippopotames d'ailleurs. Le poisson pilote se retrouve aussi chez les hippopotames. Donc, c'est pour ça qu'il y a marqué face cytosolique, parce que là, on est au niveau d'un RE. Si je vous mets une membrane plasmique, extérieure, intérieure, et ben, la protéine, quand elle est à l'intérieur, elle est face cytosolique. Mais elle ne fait pas partie de la membrane plasmique. Je le redonne après. OK? Donc ça, c'est hyper important. OK, on va passer au schéma suivant. Dégradation. Ah, je ne comprends même pas comment ça se fait qu'ils ne nous ont pas mis des numéros. J'ai jamais vu ça. Ils ne vont pas tout refaire, je pense, vu qu'ils en ont enlevé plein. Non, mais tu vois, tu peux les non, mais bon, ils sont dans le pôle. Enfin, ils en parlent dans les enfants dans le cours. Non. Je les apprends alors, pas. je répète, vous n'apprenez que sur le nouveau poly, les schémas, puisque c'est les schémas qui tombent. Oui, mais des fois, ils en parlent, mais ils ne sont pas dans le Non, mais ils en parlent parce que c'est Medibox qui en parle, mais en cours, elle n'en parle pas. Ou elle en parle, mais c'est hors concours, quoi. Ce qui est tout... Elle en a parlé parce qu'il n'était pas pour le poly.
Non, elle en a parlé, mais sans le schéma. Bon, sans le schéma, on s'en fout. Mais ça, vous inquiétez pas, dans le chapitre 30, c'est... Schéma de la dégradation des protéines. Alors, regardez bien le schéma. Tout le monde l'a vu, ce schéma. Tout le monde l'a travaillé, j'imagine. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une protéine. Une protéine, soit qui appartient au REG, soit qui appartient au cytosol, peu importe. Pas de distinction, pas de racisme. On s'en fout. REG, cytosol, c'est la même chose. Cette protéine, un jour, elle a fait son rôle, on veut la dégrader. On a fini avec cette protéine. On veut la dégrader. Alors, ce qui va se passer, c'est que cette protéine à dégrader, il faut qu'elle soit marquée par un signal d'adressage. On vient de le voir à l'instant. Ce qu'on appelle le peptide signal, ça a été reconnu par le SRP. Mais ce peptide signal, c'est un nom, c'est un signal d'adressage. Le signal d'adressage pour le protéasome, c'est l'ubiquitine. Donc l'ubiquitine va se fixer sur cette protéine pour la détruire. Faites attention, c'est ce qu'on appelle une... Je ne sais pas si elle a bien précisé en cours, mais c'est une polyubiquitination. Elle a du 2 à 9 molécules. Voilà. Donc il y a plusieurs molécules d'ubiquitine. Donc l'ubiquitine, premier rôle, ça sert à signer un signal d'adressage au protéasome. Deuxième rôle de l'ubiquitine, je sors du schéma. Très bien. Ça sert à faire des endocytoses. Lorsque l'ubiquitine, je fais ici un truc, lorsque l'ubiquitine se met ici, ben ça va provoquer une endocytose. La particularité, lorsque l'ubiquitine joue un rôle d'endocytose, c'est qu'elle peut être une mono-ubiquitination, juste une molécule d'ubiquitine. C'est possible. Pas tout le temps, mais c'est possible. Et ici, c'est polyubiquitination. Et on va l'amener au protéasome, donc signal d'adressage au protéasome. Protéasome pH neutre, avec des protéines de la famille AAA, donc ATP dépendant, hydrolyse avec de l'ATP. Et, je ne sais pas si elle vous l'a dit en cours, il n'y a pas de membrane d'enveloppe au niveau du protéasome. Okay, il n'y a pas de membrane. C'est quelque chose qui appartient au cytosol en tous les cas. Il n'y a pas de membrane d'enveloppe autour des enveloppes. Très bien. Elle a dit, c'est parfait. Pas de membrane d'enveloppe. Donc pH neutre avec des protéines de la famille AAA, ATP dépendant. On va choisir la première option. La première option, c'est que ça ne marche pas. Le protéasome n'est pas assez efficace. Alors la protéine, elle va ressortir. Elle est partiellement hydrolysée, puisqu'elle a commencé son hydrolyse. Mais elle est encore ubiquitinée. Regardez sur le schéma, c'est que l'ubiquitine, elle sort. Elle l'amène, mais elle sort. Elle ne se fait pas hydrolyser, l'ubiquitine. Faites attention à ça. L'ubiquitine rentre dans le protéasome et ressort de suite. Ce n'est pas tout qui se fait synthétiser pour se faire détruire. Pour se faire détruire, il faut ni avoir d'ubiquitine, et vous le verrez aussi, et vous l'avez vu, ni avoir de sucre. Donc le peptide antigénique, enfin, on revient à un truc, s'il est partiellement hydrolysé, ça ne suffit pas, on va vers quelque chose d'acide. Et on va vers notre ami le lysosome, qui a pH acide. Et qui c'est qui va permettre l'adressage? C'est les chaperons. Donc ça, vous le verrez dans le chapitre 8, le rôle des chaperons, okay, à l'adressage des protéines. Alors, excuse-moi, je vous donne la référence de ce schéma que j'aimerais que vous ayez voir. Alors, je vous donne le titre, parce que bon, dans le chapitre 8, le titre, c'est les 4 voies d'entrée dans les lysosomes. Il y a 4 voies d'entrée dans les lysosomes. 4 possibilités pour rentrer dans les lysosomes. La voie classique que vous connaissez, c'est quand il y a une endocytose. Et ben, l'endocytose, à la fin, la vésicule en question, ben, elle va finir comme un lysosome, puisque le pH va diminuer. Ça, vous allez voir dans le chapitre 2. Mais une des voies aussi, c'est d'entrer direct dans le lysosome grâce à des chaperons. Il y en a 2 autres voies, mais juste, je veux bien vous retenir ici qu'on peut rentrer dans la lysosome de manière complètement avec des chaperons, avec une perméase. Ça, c'est la première possibilité quand ça ne marche pas. Mais quand ça marche, le protéasome donne un produit qui s'appelle le peptide. Protéine, peptide,
Je n'ai rien à vous apprendre. C'est une petite protéine. Ce peptide antigénique, il a deux possibilités. Soit il est écolo, il se fait recycler. Donc, il se fait recycler pour aller faire d'autres protéines ou pour aller dans la mitochondrie pour donner de l'énergie. Qui c'est qui fabrique l'énergie dans la mitochondrie? Comment ça s'appelle? La quoi? Alors, qui est dans la mitochondrie? C'est sûr de ne pas te tromper. Mais... La phosphorylation oxydative. La phosphorylation oxydative. Merci de me réciter cours du... Il n'y a pas de souci. Mais je veux savoir qu'est-ce qui fabrique l'ATP dans la mitochondrie. En plus, vous en avez bien. Pyruvate, c'est en avant. L'ATP synthase. Donc, effectivement, le pyruvate, c'est un produit qui va aller dans la mitochondrie, qui va donner dans le cycle de Krebs, etc. Vous savez mieux que moi. Et dans la mitochondrie, vous allez avoir l'ATP synthase qui va permettre de former l'ATP. L'ATP synthase est dans la membrane interne. OK. Deuxième possibilité pour ce peptide antigénique, c'est une voie plus classique, c'est qu'il va passer par le transporteur TAP. TAP, c'est de la famille ABC. Ah, pas mal. Vive, hein? Confiance, hein? Très bien. Donc, comme chaque année, pour ceux qui ont suivi mes cours, vous le savez, celui ou celle, désolé, ou celle qui me confond le translocon et le transporteur TAP, je le bats? Non. Je le tape? Non. Je mords le bout d'oreille. Je mords le bout de l'oreille. Alors ça, vous allez vous plaindre après à l'académie de suite. Là, si vous faites... Non, je coupe un petit doigt, une petite phalange qui va vous permettre difficilement de travailler si vous êtes en dentaire et d'opérer si vous êtes chirurgien. Non, vraiment, il y a tout le temps des pièges sur ça. Le translocon, c'est pour la synthèse. Le transporteur TAP, ici, c'est pour la destruction. Donc, c'est au même endroit, ça sert en gros à faire la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Tu as dit la destruction, c'est pas pour entrer mais tu vois, il va se faire oui, mais là, dans ce schéma, c'est pour détruire, quoi. C'est pas pour fabriquer. Bref, et surtout que le translocon, c'est pas une protéine de la famille ABC, donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Vous avez parlé ABC, tout ça? C'est l'ABC. Transporteur TAP, elle vous a pas dit? Elle a dit que c'était ABC. Bon, vous allez revoir après. Les peptidases de RAP, la peptidase RAP va couper ce peptide pour former des petits peptides et qui va être chopé par le CMH. C'est lui, le CMH, qui va avoir juste une liaison non covalente avec ce peptide. Ça aussi, c'est important à le noter. Et va l'amener directement par exocytose au lymphocyte CD 8+, si tu veux. Par le flux vectoriel membrané et permanent. Donc, RE, Golgi, membrane plasmique, matrice extracellulaire. Juste, je fais une parenthèse. Le chaperon, quand il va fixer sa protéine, il la fixe de manière non covalente. Et l'ubiquitine fixe de manière covalente. C'est-à-dire qu'une liaison covalente, là aussi, vous êtes plus fort que moi, c'est une liaison beaucoup plus forte que la liaison non covalente. Est-ce que c'est clair pour ce schéma? Donc, quand vous voyez ce schéma-là, après, tout seul, vous allez le faire. Et je répète encore une fois, dans la méthodologie de travail, c'est pour ça qu'ils vous l'ont donné dématérialisé, mais il faut que vous l'ayez en papier, ce polycope, pour noter toutes les références. Parce que quand ici, je vous dis lysosome, je fais juste une partie méthode là. Quand ici, je vous ai parlé du lysosome, et je vous ai dit que ce lysosome-là, en question, son objectif, pour entrer, on rentre par les 4 voies, etc. Ben ça, vous mettez la référence du schéma. Chapitre 8, bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas de numéro, mais vous notez. Il faut que vous arriviez, dans un deuxième temps, à arriver à faire les liens toute seule, entre les différents schémas. Oui. Si c'est covalent avec des ubiquitines, comment elles sont loin du... J'ai pas compris. Si. Quand c'est covalent, c'est censé rester rapproché. Comment elle s'en va dans le... Elle s'en va par des forces qu'on ne connaît pas. C'est des forces obscures que malheureusement je peux pas tout dire. Il y a des choses, malheureusement on est sur écoute, je ne peux pas tout dire. Non, je rigole, j'en sais rien et c'est pas nous. Troisième schéma. Quoi? C'est le troisième schéma sur la rétrotranslocation.
C'est quoi la CFTR? Vous l'avez vu la CFTR? Oui, c'est la La CFTR, c'est une canal chloré. une protéine de la famille ABC d'ailleurs. Mm. Super famille ABC. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Famille ABC, qui est responsable de la bonne oxygénation dans les alvéoles pulmonaires et donc la bonne respiration. Donc, quand il n'y a pas de CFTR dans le corps, dans les alvéoles, on a ce qu'on appelle la mucoviscidose. Donc, je répète, la CFTR, c'est une glycoprotéine qui est présente dans les alvéoles, qui, lorsqu'elle est mutée, eh ben, il y a ce qu'on appelle la mucoviscidose, excusez-moi. Alors, l'histoire, comment se forme cette mucoviscidose? C'est que la protéine, classiquement, elle se fait synthétiser, translocation, etc. Donc, classique, ribosome, SRP, glycosylation. Donnez-moi un chaperon. Il y a marqué chaperon du REG. Calnexine dans la membrane, très bien. Et BIP et PDI solubles. Comment elle sait? C'est bien. Non, 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 mais c'est dans mes vidéos. Excusez-moi. Donc ici, je répète, il y a 3 chaperons que vous voyez. BIP, on a parlé, et PDI. PDI, ça sert à former les ponts disulfure. Les ponts disulfure que vous allez voir demain. Et calnexine, ça sert à donner une forme à la protéine également, comme BIP d'ailleurs. Et la calnexine, elle est dans la membrane plasmique. D'accord? Donc la protéine, tranquillement, elle fait sa translocation classiquement. Et lorsqu'elle va être mutée, elle va être polyubiquitinylée. Elle va faire une rétrotranslocation. Et comme je vous l'ai dit, pour entrer dans le protéasome, il faut être tout nu. Donc, l'ubiquitine dégage, glycosidase, les sucres dégagent. Finalement, la CFTR, qui est censée être présente, alors sur où? Sur quelle membrane? Est-ce qu'on vous l'a dit? Sur la MP, parce que c'est le RE, donc c'est le. Sur la membrane plasmique, mais où? Normalement, peut-être qu'elle vous l'a dit, mais sur une membrane, vous allez le voir dans la matrice extracellulaire, dans la polarité, sur la membrane apicale. Pôle apical, vous ne l'avez pas dit? Juste membrane plasmique. Bon, peut-être que vous verrez qu'elle elle dirait que c'est sur la membrane, sur le pôle apical. Bon, vous le verrez. Donc, c'est ça, la rétrotranslocation. Schéma suivant. Détection du génome microbien. Schéma un peu chiant sur les bords. Elle a insisté sur ce schéma ou... C'est quoi le Détection du génome microbien. Alors, si elle n'a pas insisté, il faut le voir encore plus. Ah, c'est ça? Oui, Ouais. elle a fait la coopération Bon. cytosol organisme. Oui, elle a fait. Alors, je vous explique. Les virus, c'est dommage que... Bon, au bout d'un moment, je vous ferai le lien entre tous les schémas au niveau des virus. Un virus, et on en est en plein dedans, un virus, ça rentre dans une cellule. Lorsque ça va rentrer dans une cellule, ça va utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour aller dans le noyau. Jusque-là, c'est bon pour tout le monde? Bon. Son but au virus, c'est d'infecter le noyau pour former ses propres protéines virales. Et ces protéines virales, et ça vous allez voir dans l'un des derniers schémas du chapitre sur la matrice extracellulaire, elle va sortir, ce virus-là va sortir par un phénomène qui s'appelle l'apocrinie. Donc quoi? Ça veut dire que la protéine, le virus, excusez-moi, allez dans votre schéma, matrice extracellulaire. Moi, je sais travailler que comme ça, je suis désolé. Matrice extracellulaire, la polarité, donc un des derniers schémas. Donc c'est le schéma sur les glycoprotéines d'enveloppe du virus de la grippe et de la stomatite.
Donc, un des derniers schémas, l'avant-dernier normalement, ou le dernier schéma, l'avant-dernier, avant-avant-dernier schéma de la matrice extracellulaire, vous voyez, et on le reverra la prochaine fois, comment un virus sort lorsqu'il a fini d'infecter un noyau. Il sort en 2 étapes, on le reverra. Il va d'abord envoyer ses glycoprotéines virales pour former un radiolipidique. Page 41. Voilà. Et après, cette capside virale va sortir au niveau de ces glycoprotéines virales et sortir par un phénomène d'apocrinie. C'est quoi apocrinie? C'est un élément cytosolique qui sort à l'extérieur de la cellule, ce qui n'est pas commun. Parce que je répète qu'une protéine cytosolique, elle n'a pas à aller dans le RE, ni dans la membrane plasmique, ni encore moins dans la matrice extracellulaire. Là, c'est quelque chose de particulier où une particule virale, cytosolique, une capside virale, va, grâce à ce phénomène d'apocrinie, va sortir et pour infecter d'autres cellules. Et ce phénomène d'apocrinie, on le détaille ici pour la grippe et pour la stomatite. Pour la grippe, on dit que ça se fait au pôle apical, ça vous le verrez, les différents pôles d'une cellule, alors que pour la stomatite, ça se forme au pôle basolatéral. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est juste que vous compreniez ici de quoi on parle. On parle d'un virus qui rentre, un virus qui sort, etc. Ici, je reviens dans le chapitre 4, on parle de la façon dont une cellule se défend face à un virus. Si vous savez ça, après, vous êtes tranquille. Donc, on dit comment une cellule se défend face à un virus. Et il y a 3 possibilités. Ici, dans ce schéma, on vous détaille 3 possibilités. Ces 3 possibilités aboutissent à la même conséquence. C'est quoi la même conséquence? C'est d'activer un FRT. C'est quoi ce FRT? C'est un facteur de régulation de la transcription. C'est quelque chose qui va être activé pour aller dans le noyau, qui va revenir au noyau pour activer des protéines de défense, des interleukines ici, ou des interférons, des trucs comme ça, pour se défendre comment ça s'appelle oui, non, mais pour l'immunité adaptative. Très bien. Mais ça, c'est pas de l'immunité adaptative, c'est inné. Ici, c'est inné. Alors, immunité innée, excusez-moi. Donc, ici, je répète, il y a 3 voies possibles, dont les conséquences sont les mêmes. Activation du FRT qui s'appelle le NF-kappa-B, qu'on va le voir de suite, et qui va activer les protéines interférons et les interleukines. Ici, il y a 3 possibilités. Soit une première possibilité, donc regardez en haut, je suis un ARN, un virus enveloppé, je rentre par fusion. Donc, ce n'est pas par endocytose, c'est par fusion. Le virus, il rentre, il croit que ça va être la fête, mais en fait, il y a une protéine qui va, et il y a un autre schéma dans le chapitre 5 que vous avez vu sûrement aujourd'hui, qui détaille aussi bien cette partie-là du schéma, où il va se tirer une balle dans le pied, il va activer une protéine qui s'appelle RIG1. Vous l'avez vu aujourd'hui. Et RIG1, lui, c'est le copain de MAVS. MAVS, c'est une protéine cytosolique de la membrane externe de la mitochondrie. MAVS, on la retrouve aussi bien dans le peroxysome. Vous verrez dans le premier schéma, ou deuxième schéma du peroxysome, MAVS, on peut la retrouver dans la membrane d'enveloppe du peroxysome. Donc ça aussi, je répète encore une fois, c'est votre travail à vous lorsque vous êtes en biocé comme ça, et j'aurais voulu qu'il y ait plus de personnes qui prennent des notes sur ce que je suis en train de dire. C'est à vous, après, quand vous voyez MAVS, vous faites un gros trait MAVS, on retrouve dans le peroxysome d'Aurana aussi. C'est ça que vous devez faire. Et MAVS, son objectif, c'est d'activer le NF-kappa-B. Comment? On va le voir tout à l'heure, comment on fait pour activer le NF-kappa-B. Deuxième possibilité, c'est que le virus va rentrer par endocytose et il va activer un récepteur qu'on appelle un récepteur TLR, qui sont dans les endosomes. On ne détaille pas trop cette partie-là, mais ce récepteur TLR va activer le FRT également. Dernière chose, c'est que quand on est un ADN viral, depuis tout à l'heure on parle des ARN viraux, quand on est sous forme d'un ADN viral, on peut activer aussi, il peut activer cette protéine STING, qui n'est pas le chanteur américain, qui n'a rien à voir. Ici, Sting, c'est une protéine qui appartient au RE. Trop vieux pour vous, Sting. Bon.
Et la protéine en question STING, elle va faire en sorte aussi d'activer le NF-kappa B. Donc, les 3 voies aboutissent à l'activation du NF-kappa B. Justement, le schéma suivant, on vous montre l'importance et l'action du NF-kappa B. Et pourquoi on vous parle de ça? Parce qu'on dit que le NF-kappa B, il a une sous-unité qui est la P50 qui provient du protéasome. C'est-à-dire le protéasome, il va couper une protéine, il a ce rôle-là. Vous voyez, on constate quoi? Finalement, on constate quoi? Que le protéasome, il a un rôle même dans la maturation d'une protéine, puisqu'il y a une protéine qui s'appelle P105 qui est allée dans le protéasome et qui a coupé cette protéine, qui est devenue une protéine P50. Donc, elle a joué un rôle dans la maturation de la protéine pour faire en sorte que la protéine, elle rentre dans la constitution du NF-kappa B. Le NF-kappa B, c'est un trimère. P50, P65, plus I-kappa B. Le NF-kappa B, quand il est sous forme de trimère, il est inactif. Lorsque le NF-kappa B il est inactif, il ne joue aucun rôle. Mais c'est là où MAVS, tout à l'heure, va jouer un rôle. Qu'est-ce qu'il va faire MAVS? Il va enlever ce I-kappa B et ce NF-kappa B va devenir actif. Donc, il y a plusieurs manières d'activer le NF-kappa B. On vient de le voir à l'instant. C'est MAVS qui joue un rôle. Ici, c'est un peu plus différent. Ici, on constate que l'augmentation du calcium, et vous allez voir qu'il y a d'autres exemples dans les schémas, l'augmentation du calcium va avoir comme rôle d'activer des kinases. Alors, ah oui, mais vous qui avez vu le chapitre 4, comment on fait? Comment on passe du calcium à la calmoduline? Vous êtes très fort. C'est louche. Moi, j'ai travaillé avec vous, je sais, mais quand même. Qui va activer la calcium-calmoduline. Donc ça fait partie d'un des derniers schémas que vous avez en BioC. Et la calcium-calmoduline, elle va activer, entre autres, des kinases. Des phosphatases. Et il y a d'autres choses, des phosphatases, des adénocyclases. On le reverra ça. Mais retenez d'abord que la calcium-calmoduline, elle va avoir comme action d'activer, entre autres, des kinases grâce au calcium. Donc ça, c'est juste pour faire le lien. Cette kinase va phosphoryler le I-kappa B. La phosphorylation le fait sortir le I-kappa B. Le I-kappa B sort, et maintenant, on veut s'en débarrasser, quoi. Donc, qui fait ça? Polyubiquitination, adressage au protéasome, hydrolyse à pH neutre, protéine A, etc. Hydrolyse. Donc, la suite, vous la connaissez. Soit réutilisation. Non, non ici, il sort. Soit on passe par un transporteur TAP. OK? Bon. Quand on sort du protéasome, on revient dans notre schéma de tout à l'heure, où on passe par le transporteur TAP. Tu reverras dans le schéma. Le NF-kappa B, maintenant, quand il est activé, on lui fourre un NLS qui est un autre signal d'adressage. Donc aujourd'hui, on a fait un beau truc. On a pris 3 signaux d'adressage, le peptide signal, l'ubiquitine et le NLS, signal de localisation nucléaire. Ou nucléaire localization signal en anglais. Transport vers le nucléoplasme, fixation de NF-kappa B à l'ADN, puisque son but, encore une fois, c'est de faire une transcription, FRT, et on régule la transcription des gènes. Ici, on l'a vu tout à l'heure, ça sert à activer des interleukines. Un truc, pourquoi il est marqué ou bien ici? Est-ce qu'il a 2 manières de faire le P50? Non, c'est juste que la protéine en question, soit soit la protéine elle se fait synthétiser, elle ne passe pas par le protéasome, soit si elle reste P105, si maintenant cette protéine-là, elle passe par le protéasome, elle va devenir un P50. Bon, on s'en fout. Maintenant, on va voir les chaperons. Alors, c'est très facile les chaperons, donc page 50. Un chaperon, je répète tout à l'heure ce qu'on a dit tout à l'heure. Un chaperon, c'est une protéine ATP-asique. Le premier rôle classique, basique, comme vous, votre rôle basique, c'est quoi? C'est d'être étudiant de première année. Ni vous êtes des bonnes amies, ni vous êtes des bonnes copines, rien du tout. Votre rôle principal de base, c'est de travailler.
Après, vous serez des sœurs sympas, des frères, des femmes sympas, des mères sympas. Ça, c'est après ça. Et là, aujourd'hui, vous êtes basique. Excuse-moi, Yoram. Ouais, Yoram, oui. Dans ce schéma, il y a quoi à savoir? C'est dans l'ordre On s'en fout un peu. Ce schéma-là, ouais, c'est pas important. C'est pas important. Donc, le rôle principal du chaperon, c'est de redonner une conformation ou redonner une conformation 3D à une protéine. C'est une protéine, vous savez très bien qu'elle a une structure primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. Et bien, la protéine en question, le chaperon en question, va avoir comme rôle basique de redonner une forme à une protéine. Donc ici, on est dans un cas où la protéine, elle est mature à la base et il y a un choc thermique. Il a fait trop froid ou trop chaud. Ben, la protéine, elle s'est dénaturée. Elle est devenue débobinée. Et là, 2 HSP, et donc, vous connaissez quoi les chaperons? On vient de dire à l'instant, PIP, PDI. Attendez, détendez. Calnexine. BIP, PDI, calnexine, c'est ce qu'on a vu. Ici, il y a un autre truc qui s'appelle HSP. HSP, c'est un autre type de protéine, mais les HSP, par contre, elles sont que cytosoliques. Il n'y a pas d'HSP dans le RE. Il n'y a pas d'HSP. Les HSP sont que dans le clan cytosol. Donc ici, il y a 2 types d'HSP, soit les constitutives, donc elles sont déjà là, présentes, soit des HSP inductibles, si vraiment le choc thermique il est trop important, alors les protéines inductibles, on va fabriquer des HSP. On va aller vers le noyau, on dit, oh, tu fabriques des HSP parce que là, on n'en a pas assez. Pareil, la protéine, elle peut être soit ça marche, soit ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ubiquination, destruction. Si l'ubiquination, la destruction par le protéome ne marche pas, il y a la mort cellulaire, hein, puisque la nature a horreur du vide. Hein. Donc, si ça ne détruit pas, ça ne peut pas rester comme ça. Ça ne peut pas rester errant. Soit dans le meilleur des cas, la protéine débobinée redevient mature grâce à l'intervention de ces HSP. Ces HSP, encore une fois, toujours consommation d'énergie sous forme d'ATP. Ça, c'est dans le rôle des chaperons lorsqu'il y a donc un défaut. Maintenant, dans le schéma de la page 50 en bas, vous voyez aussi que les chaperons, ils sont là dans la constitution normale d'une protéine. Soit dans le RE, PDI, calnexine, soit dans le cytosol ici, grâce au HSP, structure primaire, tertiaire, quaternaire. Donc, une protéine, ça a une forme 3D pour que presque des fois le N-terminal et le C-terminal sont en contact, c'est pour ça qu'elles sont en 3D. Et c'est HSP qui leur donne cette structure. Donc ça, je n'insiste pas là-dedans. Vous avez vu aujourd'hui l'importation d'une protéine dans la mitochondrie. Est-ce vrai? Oui. Comment une protéine se fait importer dans une mitochondrie? C'est qu'elle va avoir besoin d'une HSP pour la tirer. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette protéine, vous la verrez là, je crois que c'est le dernier schéma du chapitre sur la mitochondrie, que la protéine, pour rentrer dans la mitochondrie, elle a besoin d'être débobinée, d'avoir déplié, excusez-moi, pas débobinée, dépliée. C'est quoi l'exemple que je donne souvent? La figure entre en boîte. C'est incroyable. C'est ces images qui marquent. Hein. Incroyable, hein? Pourtant, les boîtes, c'est pas quelque chose que vous allez revenir voir dans. Voilà. Désolé. Bon, les HSP permettent de déplier cette protéine. Lorsqu'elle est dépliée, elle va passer par Tom, par Tim, et elle va aller dans la mitochondrie. Le signal d'adressage de la protéine va être clivé dans la mitochondrie. Par qui? Tu te mouilles pas quand tu dis ça. Très bien. Qui va cliver? Alors, je vous demande d'aller voir le dernier schéma du chapitre de la mitochondrie. Qui va cliver ce signal d'adressage à la mitochondrie? C'est les protéines AAA.
Puis après, lorsque la protéine est rentrée dans la mitochondrie, elle va être repliée par une HSP. Donc, d'où le rôle impeccable et extraordinaire des HSP dans l'importation dans la mitochondrie. Dans le RE, on l'a vu, BIP déjà ferme le translocon. Et deuxièmement, il replie la protéine quand elle rentre dans le RE. Dans le quatrième rôle, les HSP70, comme vous l'avez dit, permettent le déshabillage d'une vésicule. À quoi ça sert de le déshabiller une vésicule? C'est pour qu'il y ait une fusion avec une autre vésicule. Et donc ça, c'est le rôle des HSP qui vont déshabiller, par exemple, la vésicule de clatrine. Vous allez voir dans la matrice dans la membrane plasmique, la vésicule de cavéoline, elle ne se fait pas déshabiller. Donc les HSP70 ne servent que le déshabillage de vésicules recouvertes de clatrine. Ça, on le reverra. Et enfin, cinquième rôle des HSP, ça, ce schéma-là, vous le reverrez dans le chapitre 11, c'est ce qu'on appelle le récepteur. C'est un récepteur nucléaire. Donc, c'est un récepteur qui est... Donc ça, je vous donnerai les références des schémas, mais pour ceux qui sont curieux, c'est un des derniers schéma 22 ou 23 du chapitre 11. Vous verrez qu'il y a un récepteur comme ça, nucléaire, qui est inactif. Pourquoi inactif? Parce que son site actif, il est bouché par ce qu'on appelle des PAR. P-A-R. Protéines associées au récepteur. Et ces PAR sont des protéines chaperons qui sont ici sur le domaine E. Et lorsque ces protéines chaperons dégagent, grâce à l'hormone ici stéroïde, et l'hormone stéroïde, c'est quelque chose que vous allez voir vous l'avez vu aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez vu l'hormone stéroïde qui était dans les mitochondries. Et l'hormone stéroïde, qui est fabriquée dans la mitochondrie, va aller dans une autre cellule et qui va libérer ses parts. Lorsqu'il va sur son récepteur nucléaire, il y a deux choses qui se passent. Première chose, dimérisation du récepteur. Donc, il va se mettre en double. Et NLS, on va vers l'ADN. Donc, ce récepteur nucléaire, c'est ce qu'on appelle en gros un FRT. C'est un facteur de régulation de la transcription, puisque quand on va l'activer, il va aller vers le noyau jouer son rôle. OK? Et donc, les parts ici, elles vont jouer un rôle où elles vont masquer en empêchant l'interaction du récepteur avec l'hormone. Non, excusez-moi. Elles vont empêcher l'interaction du récepteur avec l'ADN. Sans l'hormone. Donc, quand l'hormone va venir, ils vont pouvoir aller vers le truc. Le schéma suivant, la page 52, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Les deux rôles de l'ubiquitine. Adressage au protéasome, on y va quand on est toute nue. Glycosidase, ubiquitine qui dégage. Et le rôle de l'ubiquitine dans l'endocytose, ça on l'a vu. Et c'est donc polyubiquitination pour le premier, mono ou poly pour le deuxième. Et je finirai sur ça aujourd'hui. Je ne sais même pas quelle heure il est. Il est 2 heures. Hein. Non, allez, parfait. C'est bien. Je finirai sur les protéines G. Quand vous devez voir les protéines G, vous devez les voir avec deux schémas. Ce schéma-là, page 53, et le schéma, page 54, en bas. Page 54, c'est la protéine G monomérique. Peu importe. C'est un exemple. La protéine, page 53, c'est une protéine trimérique avec 3 sous-unités. C'est quoi RCPG? Récepteur couplé aux protéines G. Récepteur couplé aux protéines G. Est-ce que le RCPG, c'est une protéine G? Non. Nine. Ce n'est pas du tout une protéine G. C'est un récepteur couplé aux protéines G. Et ce RCPG, il est couplé à une protéine G trimérique, alpha, bêta, gamma. Alors pourquoi je vous dis de regarder ces deux schémas en même temps? Parce que ces deux schémas, ce qui est intéressant,
c'est que ces deux schémas montrent qu'il y a vraiment une différence très claire entre la protéine G trimérique dans le fonctionnement, dans son cycle, et la protéine G trimérique. Alors, si on commence par la protéine G trimérique, on constate qu'elle est stade inactif sous forme de GDP, et c'est la sous-unité alpha qui l'a. Donc, je répète, tranquille, RCPG, pépère, dans la membrane plasmique, il y a 3 sous-unités, alpha, bêta, gamma, alpha, couplé au GDP, inactif au possible. Mais lorsqu'il y a un ligand, qui est par exemple l'acétylcholine, vous le verrez dans le chapitre 11, qui va se fixer sur les RCPG, on va provoquer une activation de la sous-unité alpha et qui vont faire ce qu'on appelle un échange GTP-GDP. Donc, on va avoir un GTP remplacé, GDP remplacé par du GTP. Faites attention, c'est-à-dire quoi GDP? Guanylate, guanosine, diphosphate, avec 2 phosphates. GTP, c'est triphosphate, mais on ne lui rajoute pas un phosphate. Ce n'est pas une phosphorylation, c'est un échange. Comprenez? Ce n'est pas qu'on lui rajoute un phosphate, c'est qu'on fait un échange. Et lorsque la sous-unité alpha est couplée au GTP, elle joue son rôle. Vous verrez dans quoi? Qu'est-ce qu'en quoi elle joue le rôle? Quel rôle ça a, etc. C'est le chapitre 11. Mais quand on n'en a plus besoin, on va utiliser une protéine régulatrice qui s'appelle RGS. Faites attention, RGS, ce n'est pas une protéine G. C'est une protéine régulatrice de protéine G. Et le RGS va permettre l'hydrolyse du GTP et la protéine G va redevenir à l'état normal. Vous voyez qu'au début, les 3 sous-unités sont soudées, mais lorsqu'elles sont actives, elles vont être séparées. Est-ce qu'il faut être séparé pour être actif? Ça, c'est une question philosophique à laquelle je ne répondrai pas aujourd'hui, mais à laquelle on pourra débattre l'année prochaine quand vous aurez plus de temps. Vous en foutez-vous, hein. Moi, j'essaye d'être dans la philo. La protéine G monomérique, elle n'a pas le même rythme, elle n'a pas le même cycle. On va commencer en bas. La protéine G monomérique, déjà, elle n'est pas tout le temps attachée à la membrane plasmique, comme l'alpha qu'on a vu tout à l'heure. Elle a un acide gras, certes, mais elle est sous forme de, quand elle est sous forme de GDP, elle n'est pas mise dans la protéine, dans la membrane. Mais il faut une action. Tout à l'heure, on a vu que c'était un ligand qui se fixait sur la RCPG. Ici, c'est Jeff. Jeff, c'est une protéine qui va activer l'échange. GDI, c'est inhibe l'échange. Donc, Jeff et GDI, c'est 2 sont de gros antagonistes. Et donc, Jeff, en question, va permettre l'échange et va activer cette protéine G. Alors, l'exemple ici, c'est une protéine ARF. Ça sert à quoi ARF? Ça sert à former des vésicules. Ça, vous le verrez dans le chapitre 8. Et je vous invite à regarder mes vidéos dans... Je ne pensais pas un jour dire ça, mais allez regarder mes vidéos sur YouTube. Jamais j'aurais dit ça il y a 6 mois. Mais bon. Disons, cette protéine G ARF va permettre de recruter la clatrine, par exemple, que vous connaissez bien, pour former une vésicule. Elle a besoin d'être dans la membrane plasmique, couplée au GTP pour faire ce rôle-là. Maintenant, on n'a plus besoin, parce que la vésicule s'est barrée. Et ben, on va inactiver, on va faire une hydrolyse grâce à GAP. Donc, Jeff pour l'échange, GAP pour l'hydrolyse. Et pour revenir, se détacher de la membrane plasmique et pour revenir à l'état initial. Faites attention, ici dans ce schéma, il y a la notion d'une Brefeldine A. C'est quoi la Brefeldine A? C'est un poison qui vient d'un champignon. Son but, c'est d'inhiber Jeff. Donc, s'il inhibe Jeff, il inhibe l'échange. S'il inhibe l'échange, il inhibe l'inactivation. Et donc, s'il inhibe l'activation, il n'y a plus de revêtement qui se forme dans cet exemple ici. S'il n'y a plus de revêtement qui se forme, il n'y a plus de flux vectoriel membranaire et permanent. Capito?
Vous regarderez bien le schéma sur le calcium, je l'ai bien expliqué, je le reverrai puisque c'est le dernier schéma en question. Et le schéma avec juste en haut là, du dernier schéma, avec RCPG Jeff, c'est le résumé de ce que je viens de dire. RCPG active la protéine G trimérique, RGS désactive la protéine G trimérique. Et quand il y a marqué protéine G trimérique 2.RGS, c'est faux. RGS n'est pas une protéine G, c'est mal dit. Et ils ne comprennent pas que c'est mal dit. Ça fait des années que je leur dis que c'est mal dit, ils ne comprennent pas. GAP. Je suis presque sûre qu'elle a dit que c'était une protéine. Ah non. Parce que je l'ai écrit là au dernier cours. Tu vérifieras, mais ce n'est pas une protéine G. OK? Alors, faites-moi le plaisir. Alors, je vais arrêter le partage. Juste, faites-moi le plaisir que